Bonjour à tous, on va commencer. Tout d'abord, merci d'être présents sur cette mini-conférence. On va vous présenter comment eSoft traite la détection des fraudes en temps réel sur environ 40 milliards d'euros de paiement par jour, avec un zoom sur les techniques d'AutoML dans ce cas d'usage. Alors pour commencer, je me présente, Brice Perdry, je dirige eSoft et je suis accompagné de Mathurin qui est data scientist chez eSoft. Bonjour. Voilà, quand il ne s'occupe pas de sa famille nombreuse, trouve le temps d'être entre le premier et troisième français depuis 10 ans sur Kaggle. Donc, merci pour ta présence. On va commencer par rapidement présenter eSoft, ce qu'on fait, et puis ensuite un zoom que fera Mathurin plus précisément sur l'AutoML. Alors, pour commencer, je ne sais pas si vous connaissez eSoft. eSoft, on est une des sociétés pionnières en France de l'IA et de la data. Ça fait 30 ans qu'on existe. On est 100% français et indépendant. Et on a une particularité qui est de venir historiquement du monde de la recherche et de l'innovation, avec 75% de notre activité qui est dédiée à cette activité. On a commencé dans les années 90 avec un groupe de chercheurs basé sur le plateau de Saclay qui a participé au premier projet européen de machine learning, ça s'appelait Machine Learning Toolbox. L'idée était de développer des premiers algorithmes d'IA packagés qu'on a ensuite développés au sein d'un logiciel qu'on a appelé Alice, qui était l'un des premiers outils d'aide à la décision basés sur l'IA. L'idée était de permettre à des personnes qui ne sont pas informaticiennes, avec des représentations d'arbres, de pouvoir faire de l'aide à la décision. On s'est aperçu ensuite que la difficulté dans les projets de data et d'IA, ce n'est pas uniquement cet aspect apprentissage, inférence, c'est plutôt la capacité à maîtriser tout le cycle de vie de la donnée. Et donc c'est à travers la plateforme Amadea qu'on s'est attaché à proposer une plateforme qui va également couvrir l'acquisition, la préparation de données, et ainsi que l'aspect production. Depuis quelques années, on a verticalisé cette offre au sein d'une offre modulaire spécifiquement dédiée à la détection des crimes financiers en temps réel. Fraud Manager. Donc globalement, par rapport aux différents acteurs de la data en termes d'édition de logiciels, nous, ce qui va nous animer, c'est la recherche de comment rendre accessible la data à tous pour la création de valeur dans les entreprises, avec l'idée de dire qu'autour de la data et de l'IA, il faut que les data scientists puissent utiliser la donnée, mais aussi les data analystes, mais ainsi que les métiers. On va packager dans notre offre deux singularités techniques. Tout d'abord, un aspect IHM. D'une certaine façon, on est un peu les premiers du no-code, puisqu'on a développé le concept du data morphing dans les années 2000, qui est en fait une approche no-code Turing complet, qui va coupler au no-code la notion de travail centré sur la donnée. On va permettre une simulation interactive de l'ensemble des traitements sur toute la volumétrie à tout instant. L'autre aspect technique qui nous singularise, c'est notre moteur. Pour réaliser le data morphing, on a eu à développer notre propre moteur de traitement de données qu'on revendique aujourd'hui comme le plus rapide du marché. Ça permet sur un simple cœur de traiter quelques millions à quelques milliards de lignes par seconde, ce qui va nous permettre soit d'adresser des problématiques avec très gros volumes de données, soit sur des problématiques qui vont peut-être demander un cluster de nœuds assez important, d'arriver avec une infrastructure très frugale, ce qu'on appelle aujourd'hui Green IT. Les gains avec nos solutions, elles sont assez classiquement autour des trois axes, les trois moments d'un projet data. Tout d'abord, le premier moment qui est la conception du cas d'usage, par exemple la mise à disposition d'un nouveau score. On va permettre là des gains de productivité de l'ordre de x10 à x30. Ensuite, on a cet aspect moteur dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'une fois que le traitement est en production, combien de temps il met à s'exécuter ou combien de ressources demande-t-il pour s'exécuter. Où là, on a classiquement des ordres de grandeur de x30. Et enfin, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge. C'est très rare d'avoir des projets data qui sont fixes dans le temps. Il faut tout de suite intégrer la notion de maintenance, d'évolutivité du traitement, une amélioration continue à moindre coût pour continuer à délivrer de la valeur. Donc là, ça va permettre de gagner en productivité autour de toutes les étapes de collecte, d'analyse de résultats ou d'ajustement. La plateforme, en quelques mots, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce sujet-là. C'est une plateforme end-to-end. On va permettre à tous les acteurs de l'entreprise d'avoir accès aux données de façon unifiée en faisant abstraction du type de données en entrée. Et on va leur permettre de réaliser des opérations soit de type exploration, préparation de données, soit de modélisation machine learning, soit des choses plus orientées digitalisation avec de la création d'apps ou d'API par exemple. On traite tous les cas d'usage, principalement dans des grands groupes. On va se placer plutôt au niveau de cas d'usage où il y a soit des enjeux métiers forts autour de la data et de l'IA,
soit de la complexité dans les données ou de la volumétrie. Donc concrètement, dans la gestion du risque, on va intervenir dans l'industrialisation des contrôles permanents pour du financement du terrorisme. Dans du contrôle des gestions, on va être présent autour de tout ce qui est les normes IFRS 9, avec des calculs de provisions, des reporting financiers, des projections budgétaires. On va être présent aussi dans l'industrie, avec la partie IoT, où on peut mettre en place de la collecte de capteurs pour industrialiser la mesure et la prédiction de performance énergétique. Dans du marketing, pour plusieurs grands groupes, on organise ce qu'on appelle, nous, des usines à score marketing. C'est la capacité à collecter toutes les informations disponibles dans l'écosystème pour mettre à disposition des scores et des segmentations marketing qui vont être ensuite activées par les différentes opérations marketing. Enfin, aujourd'hui, notre principal cas d'usage, c'est la détection de fraude en temps réel. Donc, on considère qu'on score à peu près 95% des flux bancaires français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous êtes à la boulangerie ou sur Internet en train d'acheter, quand vous voyez autorisation en cours sur votre paiement, vos informations de paiement passent dans nos systèmes et on émet en temps réel, c'est-à-dire en quelques millisecondes, une recommandation d'autoriser ou de refuser ce paiement suite à l'évaluation du risque de fraude. Voilà, j'en ai terminé pour présentation d'E-Soft. Je vais laisser maintenant la parole à Mathurin. Merci Brice pour cette introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'AutoML appliqué à la détection de fraude en temps réel, je voulais revenir un instant sur la slide des secteurs d'activité où E-Soft est présent. L'AutoML est déjà bien présent dans les grands groupes. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Orange, le scoring utilisant l'AutoML, c'est déjà implémenté depuis 4-5 ans. À l'EDF, pour tout ce qui est estimation de la consommation d'énergie des particuliers, EDF utilise l'AutoML. Et pour vous citer un autre exemple, l'AutoML est aussi présent à la Poste, où pour estimer le meilleur créneau de livraison des colis, l'AutoML est utilisé. Alors, quelques chiffres sur les paiements en France en 2022. On parle de 30 milliards de transactions bancaires réalisées pour un montant de 40 000 milliards d'euros. La fraude, c'est plus d'1,2 milliard d'euros pour 7 millions de transactions. Quand on cherche les cas de fraude, on est sur une problématique de 2 transactions sur 10 000 en général, en moyenne. Et si on regarde en particulier les paiements par carte bancaire, on est plutôt sur 20 transactions sur 10 000. Donc c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. À noter qu'entre 2021 et 2022, la fraude a diminué de plus de 4%, aussi bien en volume qu'en montant, ce qui suppose que les systèmes en place pour lutter contre la fraude sont de plus en plus efficaces. E-Soft est leader de ce marché depuis plus de 10 ans et couvre aujourd'hui 95% des transactions des cartes françaises. On est déjà présent dans 4 banques sur les 10 plus grosses banques européennes. Nos systèmes de scoring fonctionnent dans 178 pays et nos solutions permettent de couvrir les transactions par carte, par chèque, par virement ou même par prélèvement. Quand on cherche à mettre en place un système de lutte contre la fraude, il y a quelques spécificités à prendre en compte. La première, il s'agit de la réactivité. La réactivité du système, d'une part, proposer un système qui soit capable de scorer en quelques secondes, en quelques millisecondes, pardon. Alors, en effet, quand quelqu'un va faire une demande d'autorisation pour effectuer un achat, la banque doit donner son accord et ceci doit être fait en quelques millisecondes et potentiellement jusqu'à 30 000 fois par seconde pour différentes transactions. Le deuxième sujet en termes de réactivité, il s'agit de proposer un système qui soit en adaptation constante. Vous l'aurez compris, les fraudeurs utilisent en permanence de nouvelles techniques sur lesquelles il va falloir proposer des solutions rapidement. Et donc le système mis à disposition doit être capable de s'adapter, de s'ajuster au jour le jour pour tenir compte des nouvelles techniques utilisées par les fraudeurs. Quand on cherche à modéliser la fraude, il faut avoir en tête qu'il s'agit d'une problématique d'événements rares, donc d'une cible très déséquilibrée. Donc pour cela, on va utiliser des techniques spécifiques, des techniques d'échantillonnage. On va surreprésenter l'événement rare. On va choisir des métriques particulières adaptées à ce cas d'événement rare. Et on va également avoir en tête que la cible, être une transaction frauduleuse ou non,
c'est un événement incertain. Autant certaines transactions sont clairement identifiées comme frauduleuses, d'autres, il y a une présomption de fraude. Et donc les systèmes, les modèles doivent tenir compte de cette incertitude pour réaliser les meilleurs modèles possibles. Enfin, troisième spécificité, il s'agit de proposer un scoring critique, un système qui, bien sûr, est performant, mais pas que. La fiabilité, la confiance, l'explicabilité, la traçabilité ou l'éthique sont des sujets essentiels quand on met en place un système de lutte contre la fraude. Il faut que le système soit disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que le système puisse être explicable, pourquoi la transaction a été bloquée, et permettre aux auditeurs de pouvoir modifier à tout moment les règles de blocage des transactions pour tenir compte des nouvelles techniques de fraude. Une étape importante quand on cherche à lutter contre la fraude, c'est une étape d'exploration des données. Il y a des sujets bien spécifiques dans la problématique de la lutte contre la fraude. Je ne vais pas tous vous les citer, mais pour vous en citer quelques-uns, je parlerai de customer profiling. Donc à partir des usages des clients, on va pouvoir identifier leur habitude de consommation et toute déviation dans le comportement sera un signe potentiel avant-coureur d'un élément de fraude. On fait également de l'analyse des profils des fraudeurs pour construire les variables qui vont être les plus pertinentes dans nos futurs modèles. On fait également du screening a posteriori, où là l'objectif étant de regarder les motifs récurrents, les patterns qui reviennent utilisés par les fraudeurs. Certains montants, une certaine fréquence d'usage. Les fraudeurs vont être, quand ils récupèrent des informations de carte bancaire, vont être à même d'utiliser très rapidement cette carte pour plusieurs transactions dans un délai très court. On va également chercher des points de compromission dans le réseau. Donc là, c'est plutôt identifier des sites web ou des terminaux de paiement dans des magasins où le taux de fraude est particulièrement élevé, où il va falloir une vigilance accrue sur ces points de paiement. Un autre point à prendre en compte, c'est tout ce qui est lutte contre le blanchiment d'argent. Donc là, on va pouvoir croiser avec des fichiers de personnes politiquement exposées qui ont un risque élevé de transactions frauduleuses et potentiellement aussi de blanchiment d'argent. Enfin, dernier exemple, je citerai la collusion entre utilisateurs où des hackers vont partager la même carte bleue trouvée sur Internet ou des points de compromission dans le réseau, donc des failles de sécurité. Et donc, tous ces éléments vont nous permettre de construire des variables pertinentes qui vont être utilisées ensuite dans des modèles. Vous avez à l'écran la vue générale d'un projet data science. Donc, un projet data science commence avant tout par une discussion avec les métiers dans lequel on va avoir besoin d'échanger pour comprendre le problème, les objectifs et comment faire pour y répondre, notamment les spécificités du point de vue du client. On va avoir ensuite une phase de collecte des données internes à l'entreprise, donc les transactions, les référentiels clients, mais aussi des données externes qui vont venir enrichir la connaissance interne de l'entreprise. Ensuite, on arrive dans une phase qu'on appelle l'apprentissage de modèles. Donc, cette phase va couvrir plusieurs étapes, donc l'exploration de données dont on a parlé précédemment. On va avoir aussi une phase de pré-traitement des données, de création de variables, de sélection de variables, une phase de modélisation et une phase d'évaluation des modèles. Cette phase d'apprentissage va être itérative jusqu'à temps qu'on obtienne un modèle performant, validé par les métiers, qui sera mis alors en production, puis surveillé et monitoré avec des retours permanents avec les utilisateurs des systèmes pour être sûr que le modèle fonctionne comme attendu et pour l'améliorer à tout moment. Alors chez eSoft, on propose des solutions qui sont Ops by Design, donc Ops au sens Data Ops, ML Ops ou DevOps, où en fait le système de passage d'un modèle développé au moment de l'apprentissage va pouvoir basculer en quelques clics dans un environnement de production, dans l'environnement de la banque. Alors aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est l'AutoML, c'est la brique qui est présentée en bleu dans ce schéma.
à terme, l'AutoML a vocation à couvrir toute la phase d'apprentissage, donc toute la phase qui est délimitée entre crochets. Alors, qu'est-ce que l'AutoML? Alors, l'AutoML, c'est la combinaison de auto pour automatisation et de ML pour machine learning. Donc, c'est l'idée de proposer un système qui est capable d'automatiser tout le processus complexe de modélisation. Quand on met en place un système d'AutoML, on essaye de répondre à 5 objectifs. Le premier, un système de simplification. En mettant en place un système automatique, avec les bonnes pratiques, on va permettre à des non-experts, des non-data scientists, de pouvoir utiliser des solutions prêtes à l'emploi. C'est aussi la possibilité d'optimiser, d'aller beaucoup plus loin dans la recherche des hyperparamètres, dans la performance, dans la qualité des modèles qu'on va proposer. C'est aussi un point d'efficacité, parce qu'en mettant en place des systèmes AutoML, on va être capable de réduire drastiquement les temps d'apprentissage sans forcément une intervention humaine. C'est aussi un sujet de polyvalence, parce qu'on va être capable de tester, d'évaluer différents types d'algorithmes. Là où un data scientist testerait une ou deux approches, on va être beaucoup plus loin dans la recherche des meilleurs modèles. Enfin, c'est un sujet d'amélioration continue. En mettant en place un système automatique d'apprentissage, on va être capable de mettre en place un système qui va s'actualiser beaucoup plus régulièrement dans vos entreprises. Et pour les banques, c'est la capacité d'avoir des modèles qui sont toujours à jour pour leurs problématiques. Alors, les avantages de l'AutoML sont nombreux. Je vous en citerai que 3 ce matin. Le premier, la rapidité de mise en œuvre. Donc, la rapidité de mise en œuvre, c'est quoi? C'est le fait, en quelques clics, de pouvoir proposer à des non-experts une solution efficace, performante. C'est l'accessibilité, le fait de proposer un système qui ne soit pas réservé à des statisticiens, à des data miners, des data scientists. Et c'est également une mise à jour et une maintenance simplifiée, parce que les systèmes vont pouvoir s'actualiser beaucoup plus fréquemment et on aura moins de scrupules pour mettre à jour un modèle et proposer un autre modèle dans le système bancaire. À qui s'adresse l'AutoML? Alors, on a 2 types de profils. D'une part, les data scientists et d'autre part, les métiers experts. Les data scientists, on distinguera l'utilisation faite par les juniors qui privilégieront l'accès à des modèles avancés, à l'optimisation native des hyperparamètres, à des analyses automatiques, et ça leur permettra d'avoir une productivité accrue. Pour les seniors, l'AutoML sera plutôt une solution de benchmark, de référence des modèles sur lequel ils viendront s'appuyer pour venir itérer dessus et proposer des modèles encore plus performants. Pour les experts, une solution AutoML, c'est la possibilité pour eux de traiter en toute autonomie des cas d'usage simples, d'avoir des analyses avancées en automatique et d'avoir un retour sur investissement rapidement. Alors, je vais m'attarder quelques instants sur cette slide qui est un exemple très très simplifié d'un cas d'usage d'AutoML dans StatMining. Donc, StatMining étant l'outil de machine learning développé par Isoft. Donc, quand vous voulez traiter un cas d'usage, vous allez commencer par une phase d'importation des données. Donc, cette phase d'importation va consister effectivement à importer des données. Donc, on peut se connecter sous différents formats, donc des fichiers plats, des bases de données, du Snowflake, du Teradata, du Hadoop. On va pouvoir aussi se connecter à des systèmes de jeux de données comme Google Cloud Storage ou Amazon S3. Ensuite, on va avoir une phase qui est représentée par 2 opérateurs de manipulation de données, dans lequel on va par exemple créer des nouveaux champs. Donc ces créer champs, par exemple, ça peut être pour nettoyer les données, pour remplacer les valeurs manquantes, c'est pour créer des nouvelles variables, préparer la variable cible, et bien d'autres. C'est aussi un sujet de sélection de lignes dans lequel on va faire, par exemple, notre échantillonnage et notre surreprésentation des événements rares qu'on cherche à approcher. Enfin, on a un opérateur AutoML. Cet opérateur AutoML, il va falloir le paramétrer. On vous a mis à l'écran en bas à gauche les principaux paramètres. Donc, le premier paramètre, ça va être le type d'apprentissage que l'utilisateur souhaite. S'agit-il d'une classification bimodale, d'une classification multiclasse, d'une régression? Ensuite, on va définir les algorithmes qu'on souhaite utiliser. Alors, chez Isoft, nous avons fait le choix de tester les meilleures implémentations d'algorithmes internes à StatMining
et de compléter par toutes les solutions open source disponibles. Et la combinaison des deux permet d'obtenir des modèles très performants. On a pu se challenger sur des compétitions publiques et on atteint régulièrement le top 10% des performances. Donc, quand on souhaite paramétrer un opérateur d'AutoML, on choisit la liste des variables qu'on va vouloir utiliser dans le modèle. Les sélectionner ne garantissent pas qu'elles vont être retenues dans le modèle. On va choisir la variable cible, celle qui va être à expliquer dans le modèle. Et ensuite, on va avoir tout un ensemble d'opérateurs qui permettent de contrôler l'apprentissage. Alors, c'est plutôt des paramètres avancés pour les data scientists, mais on va y trouver, par exemple, le nombre de validations croisées, le temps maximal d'apprentissage par algorithme, on va pouvoir choisir la métrique, on va pouvoir choisir le répertoire de sortie des résultats, etc., etc. Une fois fait, on va pouvoir exécuter le flux en cliquant sur le point à la sortie de l'AutoML, ce qui va nous permettre d'obtenir les résultats. Les résultats vont être obtenus en quelques minutes si on est sur quelques milliers de lignes, quelques dizaines de milliers de lignes, et ça peut durer jusqu'à 1 à 2 journées si on est sur des millions de lignes et des milliers de colonnes. Donc en termes de résultats, on va trouver d'une part le classement des algorithmes selon la métrique à optimiser. C'est ce qu'on voit dans le tableau présenté au milieu. On va voir également l'importance relative des variables dans le meilleur modèle. On aura d'autres sorties qui ne sont pas exposées ici, mais on aura la formule de score pour pouvoir le réappliquer sur un nouveau jeu de données. Et on aura d'autres sorties qui permettent de contrôler l'explicabilité des modèles ou le temps d'inférence des modèles. L'enjeu dans le domaine bancaire, comme vous l'avez compris, il s'agit de proposer un système qui soit réactif, où le modèle soit capable de traiter toute la chaîne en quelques millisecondes. Et donc ça suppose d'avoir des algorithmes qui soient efficaces dans leur capacité à obtenir des modèles rapides et performants. Penser l'AutoML au sein d'un processus métier, il faut avoir en tête que l'AutoML, c'est un outil, ça ne répond pas à tout. Ça a vocation à essayer de couvrir tout ou partie de la phase d'apprentissage, mais ça ne remplacera jamais l'expertise humaine. Donc il faut voir plutôt l'AutoML comme un outil qui va permettre d'augmenter votre productivité et votre efficacité. Et en tant que telle, donc c'est une brique utile, mais non suffisante. Elle doit être complétée par d'autres fonctionnalités, des fonctionnalités qui vous permettent de couvrir toute la chaîne de valeur. Et c'est ce qu'on vous propose chez eSoft. Donc on a vu aujourd'hui un cas d'usage de l'AutoML appliqué à la détection de la fraude dans le domaine bancaire. Mais l'AutoML est tout à fait applicable à de multiples secteurs d'activité. On vous a mis à l'écran quelques exemples dans la santé, dans la finance, dans l'e-commerce, l'énergie, le transport, l'industrie, les médias et l'immobilier et le tourisme. Ce qu'on vous propose, c'est plutôt de venir nous voir sur vos cas d'usage pour voir dans quelle mesure nos solutions peuvent répondre à vos besoins. Voilà. Merci. C'est toi. Alors, on me signale à côté qu'on avait prévu un petit temps de questions-réponses, mais que notre temps est écoulé. Alors peut-être s'il y a des questions, sinon on est juste le premier stand quand vous sortez. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous souhaitez continuer la discussion. Merci beaucoup. Merci.